Démarrer. Donc, bonjour à tous. Après cette saison de publication particulière que nous avons tous vécue depuis chez nous, nous avons souhaité partager avec vous l'expérience de production réussie d'un ISEF. Tout ce que vous verrez est en production et fonctionne déjà. Vous pouvez poser toutes vos questions dans l'application GoToWebinar pendant toute la présentation et nous y répondrons en toute fin. Je vais vous présenter rapidement Pomelo Paradigme. Donc, Pomelo a 8 ans d'expérience et a son actif plusieurs milliers de documents publiés et déposés à l'AMF. Des URD, la nouvelle appellation des documents de référence, des rapports annuels, des rapports financiers annuels, les rapports semestriels, des KID, des PRIPS, des prospectus et bien d'autres documents. Plus d'une centaine d'émetteurs sont des utilisateurs quotidiens de nos solutions. 25 clients ont déjà cette année passé le pas au nouveau format. Nous sommes présents en Angleterre, en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Finlande, en Italie, au Luxembourg, en Norvège, au Portugal, en Suisse et aux États-Unis, à travers tous les secteurs d'activité. Pomelo Paradigme est devenu le leader dans ce domaine. À ce titre, nous sommes donc un partenaire de choix, gage de sécurité et de réussite pour vous assurer une production sereine. C'est une course d'obstacles qui s'annonce et Pomelo Paradigme est engagé une fois encore à vos côtés pour réussir ce nouveau challenge. C'est pourquoi nous avons rejoint depuis 2 ans la communauté XBRL pour défendre vos intérêts. Et pour la réussite d'une mission telle que celle-là, il est aussi de notre ressort de sélectionner et de vous conseiller des partenaires aguerris, formés et préparés. Tout un écosystème est aujourd'hui connecté à PomDoc Pro et permet de vous apporter l'expertise nécessaire pour la réalisation de vos documents. Ils sont déjà plus de 20 et d'autres viendront s'y ajouter dans les prochaines semaines après la phase de test. Nous les avons répartis dans les 4 domaines d'expertise. Le conseil et l'accompagnement, notamment pour la partie graphique, en fonction de la typologie, des besoins d'accompagnement et de conseil assez spécifiques, les agences de communication peuvent être spécialisées aussi bien sur les aspects graphiques que rédactionnels dans le document. D'autres interviennent plus sur des opérations spécifiques, comme la reformulation de la partie risque, comme certains l'ont vécu cette année, ou même la transformation globale du document avec un changement de présentation. Petites ou grandes agences, chaque acteur a son rôle à jouer dans cette transformation et sauront vous accompagner. Effectivement, en plus de l'aspect technique supplémentaire, le nouveau format nous introduit dans une ère beaucoup plus graphique. Nous le verrons plus tard. Concernant les fournisseurs en XBRL, cette nouvelle transformation digitale inclut une composante données comptables et financières. Nous avons identifié des partenaires pour vous accompagner sur la fameuse partie XBRL, la taxonomie. Originaire de partout en Europe, vous avez dû déjà entendre parler de certains. Chaque fournisseur présenté dans ce slide est compatible PomDoc, avec une mention spéciale pour Invoke, avec qui nous avons une intégration native des échanges XBRL. Chacun dispose de services complémentaires pour vous aider à créer votre propre taxonomie selon vos besoins spécifiques. Parlons à présent des traducteurs. La plupart d'entre vous diffusent déjà leurs publications en anglais et avec l'arrivée du XHTML, la consultation des informations devient encore plus européenne, d'où la nécessité de diffuser le document en anglais sans altérer sa présentation. À noter que certains émetteurs diffusent leurs documents en français charté et négligent leur version française. Avec PomDoc, vous pourrez avoir les 2 documents tout aussi beaux et tout aussi chartés. Encore une fois, PomDoc, à la pointe de la technologie, utilise les flux entrants et sortants des outils de traduction, notamment avec les 2 plus gros acteurs du secteur qui sont Accolade et SDL.
Autre acteur indispensable dans la production des documents, les auditeurs ou commissaires aux comptes. Cette typologie d'acteurs est actuellement présent lors du contrôle du document. En plus du contrôle sur les montants, la présentation et les explications sur les comptes, ils vont devoir consulter et valider les données XBRL. Cette phase de validation est une part critique du processus de réalisation qui peut changer votre mode de production pour tenir compte des ajustements de dernière minute. Nous verrons dans le processus de réalisation pourquoi. D'ailleurs, au cours de la description du processus et du cas pratique, nous reviendrons sur chacun de ces expertises métiers et des interactions qu'ils ont avec le document. Si vous souhaitez avoir la liste de ces contacts, n'hésitez pas à nous la demander par email. Revenons donc aux basiques. Fondamentalement, les F, c'est un document plus des données. En termes techniques, le document est au format XHTML et les données en XBRL. Jusqu'en 2022, cela représente 295 pages en moyenne d'informations non taguées et 5 pages de tableaux tagués. Puis, à partir de 2023, s'ajouteront environ 80 pages taguées. N'oubliez pas que la partie document est et restera toujours la plus importante. Il ne faut pas perdre de vue que l'URD est avant tout porteur de votre information réglementée. C'est un instrument de communication pour les investisseurs. Le sujet, donc, doit porter sur l'essentiel, la réalisation du document de communication qui n'est certes plus un PDF, mais un XHTML. À ce titre, votre URD devra être réalisé sur un outil qui permette de contrôler à la fois le fond et la forme en XHTML natif pour que le processus soit facile. N'allez pas vous compliquer la vie et prendre des risques avec des conversions de format X vers le format Y à la dernière minute. PomDoc est l'outil parfait et c'est pour cette raison que tant d'agences nous ont rejoints. PomDoc est un éditeur de documents simple d'utilisation, très évolué, côté mise en page et graphisme, qui permet aussi d'intégrer les données, les fameux tags. Et c'est comme cela qu'il faut envisager ce projet. Pour bien comprendre, l'idée de l'ESEF est de contrôler l'information qui est véhiculée et donc d'analyser le contenu tel qu'il est présenté à l'utilisateur. Il est donc primordial de garder à l'esprit que votre document est plus que jamais votre vitrine de communication face à l'investisseur. Les solutions de post-traitement ne sont pas en adéquation avec la réalité d'une production d'un document de ce type, notamment dans la phase finale de validation. La communication financière doit donc veiller à ne pas perdre la main sur le sujet. On vient de voir que le format ESEF a deux composantes. La première frise représente la réalisation du document sur PomDoc et la seconde, la conception de la taxonomie. On retrouve un processus assez proche de ce qu'on avait avant, avec en parallèle l'intégration de la taxonomie. Concrètement, c'est difficile de décrire dans les annexes les chiffres apportés au bilan sans avoir intégré les données du bilan. On voit bien qu'en réalité, cette intégration doit être en continu et non pas à la toute fin de la production. Et également l'importance que révèle la conception du document en termes d'étapes, en termes de phases, en termes d'acteurs et de métiers. Durant la phase de préparation, ce qui est intéressant par rapport au processus traditionnel, c'est que cette phase peut se faire bien en amont de la clôture, ce qui permet de réaliser et rédiger votre document sur la charte finale et de gagner tout le temps de la conception de la première version fournie par l'agence. Et toutes les corrections et mises à jour peuvent être directement appliquées dans PomDoc, ce qui vous amènera ensuite au processus de validation, puis à la publication jusqu'au benchmark. Ce qui explique pourquoi nous sommes si attentifs et exigeants à la qualité du document que vous allez proposer au marché.
Nous détaillerons chaque partie dans les slides suivants pour vous faire ressortir les facteurs clés de la réussite de votre SDF simple et optimisé. Effectivement, avec l'XHTML, on a de nouvelles possibilités en matière graphique. Et les agences vont pouvoir vous accompagner sur ces nouvelles créations. Nous saluons le travail remarquable que font les graphistes qui arrivent à rendre aussi agréable à lire un document contenant autant d'informations. C'est d'ailleurs tellement apprécié que les régulateurs, dont l'AMF, incitent de plus en plus les entreprises à utiliser les aides visuelles pour décrire des informations réglementaires. Rien ne vaut un petit dessin pour décrire un processus que du texte ou des tableaux au kilomètre. Nous avons bien vu d'ailleurs que les documents qui sont produits en France aujourd'hui, eh bien, c'est l'avenir des documents qui seront produits en Europe grâce à la réglementation sur l'URD qui devient européenne. Avec le temps, des indicateurs de lisibilité ont été recensés pour créer des documents plus lisibles et donc plus facilement consultables en jouant sur des objets présents dans la page. Tout l'art de conception du gabarit consiste à utiliser ces objets reflétant la charte graphique. Avec ce format web, on aura plus de flexibilité sur l'adaptation du contenu et du format. Pour vous citer un exemple, le format du document à l'italienne, le format paysage, par exemple, se prête parfaitement au format web. Il se réajuste facilement sur les écrans de toute taille. Et avec ce format web, on aura plus de flexibilité sur l'adaptation du contenu et du format. La force de PomDoc est que, quel que soit le format, A4 ou à l'italienne, le contenu XHTML s'adaptera automatiquement, dont notamment les zones blanches et les pertes de pages vides. On entre donc dans une nouvelle façon de présenter l'information de façon plus flexible, plus agile, plus mobile et aussi plus adaptée aux nouvelles technologies. On y reviendra également dans les points de contrôle par rapport à l'e-accessibilité. Il est temps à présent de vous montrer concrètement comment ça se passe sur PomDoc. Je me connecte à l'application. Je vais vous montrer quelques documents que nous avons créés sur PomDoc avec justement cette différence au niveau des formats. Nous allons commencer avec un format plus traditionnel, on peut dire même un format à la française, qui est en fait un format A4. Donc, on arrive dans l'éditeur du document où vous pouvez visualiser votre document. Donc, c'est l'endroit où vous allez travailler votre document pour le contenu avec tous les outils dont vous aurez besoin. Je vais vous montrer un petit peu donc, le document, ce qu'on peut voir. Alors, j'ai une présentation en double page pour vous montrer l'alternance page de droite, page de gauche, mais vous retrouvez donc un document dans sa constitution, on va dire classique, avec une charte graphique qui a été montée. Alors évidemment, ce n'est pas une charte graphique spécifique à un acteur en particulier, voilà, mais vous allez retrouver quand même les pages de couverture, les sommaires, les pages dédiées à l'AMF, vous allez retrouver les messages du président ou du conseil d'administration, des entrées de chapitres, et puis des pages chiffres clés avec la présentation de la société. Et puis ensuite, eh bien, le contenu qui arrive au kilomètre avec, comme je vous le disais en introductif, eh bien, des éléments visuels qui permettent une meilleure lisibilité, une meilleure navigation dans le document qui initialement était en PDF.
Et donc, ce document, nous allons le voir également au format HTML. Donc, comme dans le PDF, vous retrouverez tous les éléments visuels de votre document, la page de couverture, les sommaires. Alors évidemment, des sommaires qui deviennent dynamiques, hein, puisqu'on a justement cette possibilité avec l'XHTML de rendre les choses dynamiques. Et c'est possible, l'AMF nous l'a confirmé, de faire des liens au sein du document. Nous simulons des ruptures de pages pour certaines pages un peu particulières, parce qu'il nécessite encore effectivement au niveau du visuel de faire une différenciation dans les thèmes abordés dans le document. Mais sur des pages, on va dire, plus classiques, on a du texte au kilomètre, sans rupture de page. Et voilà, donc comme vous pouvez voir, effectivement, ici, le texte est en continu. Il n'y a pas lieu de mettre de numérotation de page. Il n'y a pas lieu non plus de rupture de page, hein, puisque le document, voilà, est un document en continu. Mais vous retrouvez dans ce document toute la charte graphique, toute l'essence de votre identité visuelle, hein, que ça passe par la présentation des tableaux, vos visuels, votre police, voilà, tout ce que vous voulez y mettre. Et ce document, comme je vous l'ai dit, est responsive, ce qui veut dire que si nous redimensionnons en fait le document, nous sommes dans du full HTML, eh bien, le contenu est s'adapte automatiquement en fonction justement de la largeur du support, on va dire, c'est-à-dire si vous êtes sur une tablette, sur un téléphone, eh bien, ça va s'adapter automatiquement sur le support. Et vous gardez une lisibilité parfaite sur le document. Alors, en comparaison, je vais maintenant vous montrer un document au format italien. Donc, ce format à l'italienne, comme je vous l'ai dit, c'est un format plus paysage. Alors, effectivement, on le consulte également directement. Je vais vous montrer en XHTML. Voilà. Donc là, tout de suite, on comprend mieux, effectivement, le fait que ce document a un format complètement adapté à nos écrans. Effectivement, on est tous sur des écrans en format paysage. Et là, en changeant effectivement d'univers de page, on a tout de suite cette vision horizontale. Et ainsi, au niveau de la présentation, on peut avoir des présentations beaucoup plus, on va dire, simulées de page à page, puisqu'effectivement, on arrive bien dans un format horizontal. Et le gros avantage également, c'est que pour les tableaux qui, eux, sont on va dire, les grands tableaux qui peuvent être présentés sur une double page parce qu'on manque effectivement de lisibilité du fait qu'il y a beaucoup de colonnes, et bien sur un format à l'italienne, ça va s'adapter automatiquement. Donc, c'est vraiment un format à envisager, d'autant plus qu'effectivement, avec ces liens dynamiques du XHTML, on a la possibilité de pouvoir passer d'une partie à une autre très facilement, et donc on va optimiser tous ces déplacements. Toutes les choses qu'on avait connues effectivement sur le papier et ces objets qu'on avait dû créer pour permettre aux utilisateurs de s'y retrouver dans le document, eh bien, dans le XHTML, eh bien, on aura des nouveaux objets également qui nous permettront de beaucoup mieux naviguer dans ce document et du coup de permettre à l'investisseur de trouver facilement l'information qu'il cherche. Voilà, donc voilà en ce qui concerne la présentation des différents nouvelles chartes qui vont arriver. Alors, passons à la partie réalisation d'un document. Donc, ça consiste en quoi, la réalisation d'un document? Ça consiste évidemment dans l'édition, à l'intégration des contenus, le fait de pouvoir mettre tous les éléments de l'année, tous les chiffres de l'année. Ça consiste également en
de la supervision pour le contrôle du document. Hein. On rappelle que le document comporte des données confidentielles. Ça passe aussi par le collaboratif qui fait intervenir tous les acteurs participant à cette réalisation, et j'entends par là les juristes, les rédacteurs des différents départements, les auditeurs qui auront accès partiellement aux parties du document, les agences, les conseils, bien sûr la traduction, bref, tout l'environnement collaboratif qui donne toute cette fluidité dont le projet a besoin. Vous avez là tous les ingrédients d'un ESEF simple et optimal, et c'est pour ça que nos clients sont satisfaits. Alors, je ne vais pas vous faire une démonstration exhaustive de PomDoc. En revanche, je vais vous montrer les principales fonctions qui vont vous permettre de réaliser votre document. Premier élément, l'apport de contenu. Pour une meilleure lisibilité, j'affiche mon document en pleine page. C'est plus facile, plus lisible pour tout le monde. Je peux intervenir, si besoin, directement dans le texte et écrire le contenu du document. Donc, la plupart du temps, les émetteurs aiment bien partir du document de l'année passée et d'intégrer les différentes modifications de l'année. La mise à jour des chiffres, des tableaux, mais également tout ce qui s'est passé dans l'année. Et pour permettre une intégration plus facile, plus rapide du contenu, nous avons des outils spécifiques d'importation, notamment depuis des fichiers de type Word. Voilà. Nous avons ici l'un document Word, par exemple, dans lequel nous avons du contenu au kilomètre qui n'est pas charté, pas mis en forme comme l'est notre document, mais qui constitue quand même du contenu à intégrer. Dedans, on a vu qu'il y avait des tableaux du texte au kilomètre. Eh bien, nous allons pouvoir intégrer très facilement ce contenu. Pour ça, nous avons un petit outil d'importation. Nous pouvons soit intégrer le contenu en le glissant dans la zone appropriée, soit aller le chercher directement sur votre navigateur. L'application procède à une analyse du document Word que l'on peut voir et identifie les titres pour réaliser le mapping et ainsi intégrer tout le contenu parfaitement. Il ne me reste plus qu'à me positionner à l'endroit où je souhaite intégrer ce contenu, ici par exemple, et l'appliquer. Nous avons donc une intégration parfaite du contenu à la charte avec la numérotation qui suit naturellement dans le document et tous nos titres sont repris. Le contenu est présenté automatiquement en double page parce que nous avons voulu notre charte ainsi. Les tableaux sont automatiquement repris déjà avec le type de format qu'on souhaite. Voilà. Et on a tout le contenu qui arrive aussi facilement. Évidemment, ce contenu-là est à présent accessible, modifiable, éventuellement ajustable si besoin. Voilà, par exemple, voilà, je peux redimensionner ensuite les éléments en fonction de ce que j'estime le plus lisible dans mon document.
Et également sur les parties tableaux, si c'est nécessaire de les modifier, ils sont également accessibles pour les modifier, voire copier, collables dans un Excel pour être traités dans un Excel. Et ensuite, ces tableaux-là pourront être mis à jour automatiquement. Voyons d'ailleurs la mise à jour en provenance d'Excel, où dans notre texte, nous allons pouvoir intégrer automatiquement des tableaux par un simple copier-coller. Pour ce faire, donc, je vais vous montrer effectivement ici, j'ai un fichier Excel avec des tableaux. Eh bien, c'est aussi simple qu'un CTRL-C pour le copier, se positionnant à l'endroit où il était nécessaire d'intégrer le tableau et de le coller. Automatiquement, on voit le tableau qui est positionné sur la page. S'il y a lieu de remettre en forme en fait le texte en double colonne en fonction de l'endroit où je l'ai positionné, eh bien ça se fait naturellement, automatiquement. Je vois ensuite mon tableau dans son contenu. Ça me permet d'évaluer, par exemple, si j'avais des fusions de cellules ou des choses qui étaient éventuellement cachées. Et ensuite, d'appliquer la mise en forme au sein de mon document. Aussi simplement que ça. Les tableaux sont évidemment accessibles pour éventuellement, pourquoi pas, changer la dimension des colonnes, appliquer par exemple voilà, une couleur de surbrillance sur un élément de l'année pour mettre en avant les chiffres. Étant donné qu'on est dans un outil collaboratif, vous avez bien compris que cette tâche peut être réalisée aussi bien par les équipes des émetteurs pour pouvoir faire toute l'intégration du document, mais également peut être fait également par les agences en parallèle, qui vont vous apporter justement tout ce confort sur la mise en application de vos chiffres dans la charte. Et lors des mises à jour, une fois que la charte est appliquée, nous savons bien que jusqu'à la dernière minute, il y aura éventuellement des changements. Eh bien, vous pourrez tous aussi simplement que ce que je vais vous montrer, mettre à jour les chiffres en faisant exactement la même manipulation qu'au départ. Un CTRL-C sur le tableau à mettre à jour. Vous vous positionnez dans le tableau que vous voulez changer et le fait de coller la valeur va automatiquement intégrer la modification dans votre texte. Donc, par des gestes simples, vous pourrez intégrer tous vos contenus du document. PomDoc, vous l'avez bien vu, automatise tout un ensemble de choses pour garantir la bonne application de la charte. Un exemple simple, la mise à jour de la table des matières. Quand on intègre du contenu, et à chaque intégration de contenu et chaque modification, la table des matières, la numérotation des pages, les entrées de chapitres, tous ces éléments changent perpétuellement. Donc, c'est important de pouvoir disposer d'un outil qui va automatiser tous ces changements. Également, nous l'avons vu, l'organisation du double colonnage, qui est très agréable dans un texte qu'on doit lire, effectivement, cette organisation, elle se fait de façon automatique. Là aussi, ça permet de gagner beaucoup de temps. Ça ne retire en rien le travail des graphistes, puisque, comme vous l'avez vu, l'ajustement pour une meilleure visibilité, eh bien, ça reste quand même le travail d'une personne. Et tous les repères graphiques, tous les visuels, tout ce qu'on va mettre justement pour donner un peu plus de détails et un peu plus de corps à notre document, eh bien, ça reste évidemment le travail des graphistes. Passons maintenant à une autre fonctionnalité très importante avec les F, c'est l'insertion des tableaux et de la taxonomie en XBRL. Pour ce faire, je vais passer dans un document
Alors, préalablement, vous allez créer votre taxonomie depuis un éditeur de taxonomie et vous allez donc préparer votre taxonomie, l'ensemble de vos tableaux, hein, des 5 tableaux financiers. Vous allez donc les travailler au sein de cet outil et à n'importe quel moment du processus de création, ça peut même être tout au début en ayant juste intégré un tableau et tagué un élément. Donc, dès le début du processus, vous pourrez intégrer ces éléments directement dans le document. Votre éditeur de taxonomie vous permettra d'extraire le zip contenant les tableaux en XHTML, mais également tous les fichiers qui composent votre taxonomie. Alors, pour les gens peut-être qui n'ont pas encore pu voir ce qu'était le contenu d'une taxonomie, je vais vous la montrer brièvement ici, hein, sur un exemple qui avait été fait. Donc, c'est un package en zip. Dans ce zip, il y a un ensemble de fichiers. Et dans ces dossiers, on va retrouver les éléments qui composent votre taxonomie. Hein. On entend souvent le terme, la partie calculatoire, les définitions, les labels utilisés, le modèle de présentation de la taxonomie. On va également retrouver d'autres fichiers qui permettent de décrire cette taxonomie et également ce qu'on appelle les tableaux en XHTML pour pouvoir les intégrer directement dans le document, déjà tagués. Et donc, c'est tout cet ensemble de fichiers qu'aujourd'hui, tous les éditeurs XBRL savent produire. Eh bien, c'est cet élément-là que nous allons pouvoir intégrer directement dans le document et procéder au placement des tableaux dans votre document. Alors, pour ce faire, au sein du document, dans les propriétés du document, il y a un outil d'import XBRL. Vous pourrez aller chercher directement le fichier zip à importer. Voilà, donc on l'a importé. Une fois importé, on peut même, voilà, on le voit ici avec sa date et son contenu. Et puis, également, on va pouvoir voir au niveau du contenu du document si effectivement il subsiste des erreurs. On sait très bien que quand un fichier est en cours d'élaboration, on n'a pas encore défini tous les liens de calcul ou alors pas encore renseigné tous les champs obligatoires. Bref, il reste des choses. Donc là, effectivement, on voit en assez clair qui a écrit 7 erreurs notamment. Eh bien, effectivement, le moteur d'analyse du fichier a remonté cette anomalie du fichier. Donc, effectivement, il conviendra d'aller corriger ces anomalies au sein de l'outil qui nous a permis de créer cette taxonomie et de pouvoir réimporter effectivement les informations. Mais avant même d'avoir un fichier parfait, on peut déjà intégrer les tableaux et commencer justement ce processus itératif de mise à jour de la taxonomie. Dans le document, on va bien vérifier que depuis les fichiers importés, depuis le zip importé, on a bien reçu les tableaux tagués en XHTML. Dans la partie tableau ici, on voit les différents tableaux qui ont été importés en XHTML. Le nom de ces tableaux d'ailleurs est défini au sein de vos éditeurs XBRL. Donc, vous retrouvez exactement les mêmes noms. Ça vous permet de vous repérer beaucoup mieux. Voilà, donc ça, c'est les tableaux dont on a besoin. Et puis, parallèlement à ça, on a intégré également la taxonomie et également, ici, dans l'écran donné, vous pouvez visualiser votre taxonomie dans l'intégralité. C'est là où, effectivement, on va retrouver tous les éléments qui composent la taxonomie, ce qu'on peut appeler les composants, qui sont pour la plupart donc les tableaux, les 5 tableaux de la taxonomie, mais là ce qu'on visualise, ce n'est pas la version HTML du tableau, hein, c'est
la version vraiment de la taxonomie. Donc là, vous avez vraiment un regard sur les données de la taxonomie, ce qui nous permet également de pouvoir vérifier les liens de calcul qui ont été mis dans cet élément. Et on a bien entendu en France, en Europe, avec les F, ce composant anchoring. Vous avez également la vision des éléments anchoring qui ont été créés avec les liens qu'il y a. Donc, on retrouve vraiment l'intégralité de votre taxonomie. Voilà. Mais maintenant, on va revenir un peu plus au document, à la fonction qui va nous permettre de placer les éléments dans le document. Eh bien, nous allons nous positionner sur la partie compter annexe. Voilà, donc pour plus de facilité, on a une table des matières interactive qui nous permet de se positionner. Voilà. Et grâce à notre outil d'insertion, eh bien, on va poser le tableau qui nous intéresse à l'endroit qui nous intéresse. Alors, c'est aussi simple que de placer son curseur. Et puis ici, j'ai un petit plus qui me permet de pouvoir, voilà, ajouter mon tableau. Mon tableau est actuellement présent. Ce que je vois ici, c'est mon tableau en XHTML qui est repris comme si j'avais fait mon import Excel. Et là, c'est vraiment l'import du XHTML avec la particularité que toutes les données taguées restent taguées. Il ne me reste plus qu'à mettre un petit look sur mon tableau. Alors, par exemple, je peux redéfinir la largeur d'une colonne, par exemple. Je peux également, voilà, je vais donc changer ici. Voilà, pour redimensionner un peu les choses. Et puis, ici, ben, mon tableau, voilà, je vais considérer qu'il a 2 colonnes d'en-tête. Voilà, parce que c'est un tableau qui est présenté comme ça. J'aime bien avoir mon année actuelle en surbrillance. Et puis, on le sait bien, hein, ce sont des tableaux avec des chiffres. Et donc, pour donner un peu plus de corps à mon tableau et de lisibilité, par exemple, toutes mes lignes de sous-total, je vais les remettre voilà, avec un style, on va dire, un peu plus de mise en avant. Là, par exemple. Comme tout à l'heure sur le copier-coller, évidemment, à chaque mise à jour, à chaque itération d'import de fichiers XBRL, vous conservez toute cette mise en forme. La seule chose qui va changer, c'est évidemment les éléments du tableau qui seront changés. Et éventuellement, s'il y a certains tableaux qui ne sont pas tagués, vous pourrez également voir en fait l'avancement justement de ce tagage au niveau des tableaux. Alors, pour plus de lisibilité, on a une petite option qui nous permet d'afficher les données dans le texte, ici. Donc là, vous devez les voir en rose. Donc, toutes ces données-là, effectivement, sont taguées. Les données qui ne sont pas en rose ne sont pas taguées. Bon, là, il s'avère que dans ce tableau, tous les éléments sont tagués. Et puis, je vois bien par rapport à mon tableau que je suis dans mon tableau qui s'appelle Profit Loss. Et quand je suis sur ma donnée particulière, j'ai également l'indication de l'élément taxonomique qui me permet de faire le lien. Donc là, je vois que cette donnée-là est une donnée valable pour l'année au 31 juin 2019, avec comme valeur les produits des activités ordinaires provenant de la vente des biens. Voilà. Donc, on a bien ces éléments. Et ces éléments sont repris depuis l'HTML produit par le fournisseur d'XBRL, mais on les a également stockés en termes de données. Maintenant, regardons un petit peu ce que ça donne dans le document à produire, le fameux XHTML. Donc tout à l'heure, on a vu le document. Je vais aller donc directement vous montrer ce que ça donne au niveau du compte de résultats que nous venons d'intégrer. Donc on a bien le tableau qui est intégré. Et puis, grâce à la petite liseuse fournie
on va dire de base par Chrome, on a les indications justement de la couleur qui nous indique que tous ces éléments-là sont des éléments tagués. Et si j'actionne en fait les éléments en cliquant dessus, je vois le contenu de ces éléments, les valeurs, la période, la devise et un certain nombre de choses. Alors, certains éditeurs certains éditeurs permettent également une liseuse intégrée pour pouvoir justement visualiser toutes les informations. Évidemment, ce fichier sera lu de la même façon par le biais de la liseuse, de l'outil que vous utilisez pour visualiser justement tous ces tags à l'intérieur du document. Voilà. Le gros avantage, c'est que vous avez vu qu'il est très simple, il est très facile de pouvoir avoir son fichier HTML, de pouvoir consulter également les éléments dedans. Vous avez vu que c'était très simple d'importer votre taxonomie, de positionner les tableaux une fois pour toutes dans le document. Ensuite, au fur et à mesure des mises à jour, des itérations, la procédure reste la même dans le sens où vous allez intégrer le fichier XBRL de cette façon, vérifier les anomalies qui restent. Dans le document, vous n'aurez plus besoin d'intégrer les tableaux parce qu'ils auraient été déjà intégrés et mis en forme. Et effectivement, pour se rendre compte de ce que ça donne en HTML, en un clic, on voit tout de suite ce que ça donne. Là encore, pour le travail que vous aurez à avoir, notamment dans la partie validation auprès des commissaires aux comptes, vous voyez que vous allez pouvoir avoir un travail très agile, très rapide, intervenir tout de suite sur les chiffres, sur les éléments. Hein, comme ça, vous avez directement le résultat qui peut être validé par le commissaire aux comptes, plutôt que devoir passer par des outils de conversion en bout de process sur lequel vous n'avez pas forcément la main. Il va falloir faire intervenir peut-être l'agence pour modifier les chiffres, vérifier que les chiffres à modifier sont bien modifiés, ensuite renvoyer le fichier pour la transformation en XHTML, voilà, que cette transformation, elle soit bien prise en compte, de la revalider pour voir si effectivement ce qu'on va communiquer à l'auditeur à la suite de la transformation, c'est bien correct, et que ensuite l'auditeur, lui, va devoir contrôler. Tout ça sur un format qui voilà, n'est pas du full HTML en plus. Donc voilà, vous voyez que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide quand à l'origine, on a une production native de XHTML. Et avec tout le travail qu'on a fait justement avec les fournisseurs de XBRL, vous voyez que c'est très simple d'intégrer la taxonomie produite par ces différents outils. Alors, revenons maintenant à une autre grande fonctionnalité que peut offrir PomDoc, qui est l'export en fait de votre document dans ces différents formats. Pendant toute la réalisation de votre document, vous aurez besoin certainement de pouvoir visualiser votre document dans les différentes formes ou tout du moins de pouvoir disposer sous les différents formats de ce document. Ça peut être en format PDF pour pouvoir, on va dire, relire ou imprimer le document pour pouvoir le relire, on va dire, sans le relire sur un écran. Pour pouvoir éventuellement transmettre soit tout le document, soit même des parties du document. Hein. Ça peut arriver de devoir faire valider des parties du document déjà depuis le PDF à des acteurs ou des départements qui soit n'ont pas accès à PomDoc, voilà, soit pour une raison ou pour une autre ne peuvent pas relire le document directement dans PomDoc. On peut également extraire en toute fin le format haute définition pour l'imprimeur. Le gros avantage, c'est que du coup, vous n'avez pas besoin, je dirais, de retraitement particulier pour pouvoir ajouter les traits de coupe par rapport au document. La version est tout de suite disponible pour le faire. Et vous avez d'autres formes d'export qui sont
très utilisés, comme par exemple l'export du format Word, hein, qui permet justement de pouvoir récupérer le contenu du document, mais là, pas forcément sous une forme PDF, pour vraiment pouvoir travailler sur les éléments. Donc là, d'un simple clic, vous pouvez exporter le document, voire le chapitre courant. Nous avons vu les exports en HTML, donc là aussi c'est très important que vous puissiez les avoir à votre main, hein, parce que quand il va s'agir justement de vérifier si les éléments sont bien tagués, si les éléments sont bien présents, il faudra vérifier ce fichier-là, d'autant plus que même d'un point de vue graphique, c'est ce document-là qui est mis à disposition sur votre site internet et donc qui sera vu des investisseurs. Donc, il faut vraiment avoir cette exigence, hein, au niveau de la qualité du document, qui est d'avoir un document qui est parfait, aussi bien en PDF si vous souhaitez l'imprimer, mais également en XHTML parce qu'il sera vu par le plus grand nombre. Hein, donc, c'est très, très important. Et vous avez tous ces outils d'export que vous avez à votre main. Vous aurez également la possibilité de pouvoir exporter directement le IXBRL, c'est-à-dire le fichier complet qui contient le XHTML, donc celui-là, hein, celui qu'on a vu, mais également tous les fichiers de la taxonomie qui a été créé par votre outil de taxonomie et qui est ensuite repackagé avec le document créé dans son entièreté en XHTML, hein, toutes les parties du document en XHTML, voilà. Et maintenant, nous allons voir plus spécifiquement la partie traduction. Là aussi, nous avons, en collaboration avec les grandes agences de traduction, nous avons travaillé sur le sujet de la traduction, notamment sur un format de fichier qui est très utilisé par les outils de traduction, qui est le format XLIF. Hein, si vous avez un traducteur, n'hésitez pas à lui demander s'il travaille avec ce format, le XLIF. Hein, c'est des formats qui permettent de pouvoir isoler la partie contenu de la partie mise en forme. Ça permet aux traducteurs de pouvoir intégrer directement dans leurs outils de traduction tout le contenu présent dans le document et ainsi, en réalisant la traduction sur leurs outils, réextraire en fait ce fichier de leurs outils et ce fichier-là va pouvoir être importé directement dans le document. Alors évidemment, il y a également la partie export Word, hein, parce qu'il y a des traducteurs qui aiment bien travailler sur des parties de documents Word. Donc ceux-là auront également la possibilité de pouvoir exporter les chapitres à traduire au format Word et vous redonner les formats Word pour pouvoir les importer, hein, aussi simplement que ce qu'on a vu tout à l'heure dans la présentation. Ils peuvent également, si vous leur laissez l'accès, avoir accès directement au contenu et réaliser ainsi la traduction directement dans le contenu. Mais ce qu'on a voulu vous montrer là en termes de démonstration, c'est justement la force de l'intégration automatique. Alors, comment ça se passe? Votre document, alors là, on est dans un document qui est en anglais. Votre document, dans ses propriétés, est porteur d'une langue à proprement parler. Donc là, le document est noté comme étant en anglais et on va pouvoir créer une version en français de ce document. Voilà. Donc, à tout moment, on peut accéder aux différentes versions de langue du document. Voilà. Donc là, on est dans la version française qui n'a pas été encore traduite. Nous allons pouvoir donc exporter soit les chapitres en particulier qu'on souhaite exporter sur la traduction et ensuite importer la traduction. Alors, donc nous avons traduit une partie de ce document qui est la partie, voilà, Other Information ici. Alors, pour vous montrer le format XLIF, hein, vraiment pour ne rien vous cacher et être complètement transparent avec vous, voilà, je vais vous montrer ici ce que ça donne le format XLIF. Donc, vous allez voir, ce n'est pas un format
qui est lisible par un humain. Voilà, donc ici, vous allez voir, effectivement, c'est un format un peu particulier. On voit tout de suite que c'est un format informatique dans lequel on communique au niveau d'une balise notée source comment dirais-je, le texte pour lequel on aimerait avoir la traduction, et dans une autre balise qui est plus la cible, le target, l'élément qui a été traduit. Alors évidemment, ce document, cette partie-là sort des outils de traduction. Hein, la partie qui rentre n'a pas évidemment la traduction, c'est la partie qui sort des outils qui a la traduction. Et donc, c'est ce fichier-là que nous allons pouvoir intégrer directement dans PomDoc et voir ainsi la traduction. Donc, c'est très facile hein, pour intégrer le fichier. Hein, c'est pareil, on a cette possibilité d'importer la traduction en XLIF. Je vais donc sélectionner mon fichier XLIF pour traduire. Et voilà, et en un simple clic, tout le contenu du document est intégralement traduit avec le respect de la charte de mon document, la mise en forme parfaite de la charte de mon document. Donc là, vous voyez qu'en un seul clic, c'est très rapide et c'est très facile d'obtenir la traduction. Alors évidemment, comme on est sur un document qu'on traduit de l'anglais au français, on sait que la place que prend les éléments varie. Hein. Il y a un coefficient de foisonnement qui n'est pas le même pour toutes les langues. Donc, effectivement, il est possible que derrière, l'agence doit refaire un calage sur les pages, on va dire, du document à traduire, si au préalable, elle n'avait pas tenu compte justement de ce coefficient pour le document qui serait déjà en anglais. Voilà. Et c'est très simple du coup d'intégrer la traduction, ça permet de gagner énormément de temps, ça permet aussi de fiabiliser toute la traduction, puisque comme ça passe par des fichiers, on a justement le détail de tout ce qui était à traduire et du coup traduit. Et du coup, on garantit vraiment que l'exhaustivité des informations à traduire est bien dedans, est bien envoyée, est bien tracée par les outils des traducteurs et ensuite revient donc traduit. Voilà. Donc voilà pour les principales fonctionnalités que nous vous présentons dans PomDoc. Alors évidemment, hein, si vous avez besoin, si vous voulez qu'on vous montre beaucoup plus largement l'application, n'hésitez pas à nous le faire savoir. On vous montrera voilà, tout l'univers complet de l'application pour que vous puissiez beaucoup plus vous projeter par rapport à votre projet. Nous allons donc maintenant passer à une partie très importante qui est la validation en vue du dépôt à l'AMF et de la publication donc, de votre document. Cette partie validation, c'est un point culminant du projet qui met en œuvre les 4 facettes de la validation du document. En interne, le conseil d'administration est le premier à valider le document. Et c'est pour eux un plus de pouvoir consulter les chiffres, les textes, déjà dans la mise en forme finale. Hein. Pour beaucoup de nos clients, ils aiment créer la partie chiffres, la partie résultats avec la charte directement dans PomDoc pour pouvoir la soumettre déjà dans sa version mise en forme. Et une fois que les chiffres, on va dire, sont validés et communiqués, eh bien, l'URD contiendra cette partie-là avec la même mise en forme et le même rendu. Hein. On va dire, le conseil d'administration est beaucoup moins perturbé par ces changements. Vient également ensuite les commissaires aux comptes, les auditeurs, qui depuis plusieurs années, ont pris l'habitude de contrôler et de valider le document directement sur PomDoc. On a cette possibilité de permettre des accès, des accès, on va dire, partiels du document au départ, parce que certaines parties nécessitent un peu plus de temps pour être finalisées. Donc, effectivement, on peut très rapidement, très en amont, ouvrir déjà des parties pour la validation auprès des commissaires aux comptes. Hein. Et le fait que ça se fait tout le long de l'élaboration du processus, là encore, ça va vous faire gagner beaucoup de temps. D'abord parce que
toutes les relectures se font sur le document final. Donc, le document qui a été terminé fait que si jamais il y a un changement à opérer, eh bien, vous pouvez agir tout de suite. Hein. On a vu que les outils, aujourd'hui, les outils de partage d'écran, etc., qui nous font gagner du temps aujourd'hui en télétravaillant, eh bien, PomDoc est un peu un précurseur, puisqu'on a bien compris qu'effectivement, il faut permettre à deux acteurs de pouvoir travailler au sein du même document, en vision, certes, et en modification pour l'émetteur, mais d'avoir cette même vision du document. Autre point très important, c'est que pour cette validation, il faut bien transmettre le document à l'émetteur. Donc, ça veut dire quoi? Envoyer le document en PDF. Or, un envoi en document en PDF, c'est absolument pas sécurisé, alors que permettre un accès à une plateforme sécurisée dans laquelle vous allez pouvoir tracer les accès des personnes et surtout sécuriser les accès à des personnes en particulier, eh bien, c'est beaucoup plus sécurisant. Pour la partie technique, donc la nouveauté de cette année, c'est la validation technique hein, qui peut se faire en parallèle pendant toute la phase de réalisation du document. Hein. Vous avez vu que le moteur de validation que nous utilisons permet justement de tracer ces erreurs qu'il y a. Ça n'empêche effectivement que dans les outils de création de taxonomie, vous avez également certainement intégré ces outils de contrôle. Là, on va dire c'est une seconde vérification qui est faite. Donc, c'est très sain hein, puisque ça permet de s'assurer qu'effectivement, en entrée, on a bien, on va dire, un document qui est conforme. Hein. Ça, c'est important de pouvoir vous assurer la conformité, surtout une conformité technique parce que vous avez vu que c'est des fichiers très techniques. Donc, on a du mal à se rendre compte effectivement de ce qu'il faut faire ou de ce qu'il ne faut pas faire. Alors, au moins, les validations, ça permet vraiment de s'assurer que c'est bon, que ça fonctionne bien. Et la validation que nous proposons est indépendante de la validation du fournisseur de XBRL, justement pour avoir cette neutralité au regard de la validation. C'est vraiment un plus de pouvoir avoir cette double validation. Et nous avons vu également que les commissaires aux comptes doivent également valider cette partie technique, cette taxonomie. Hein, on le sait, voilà. Et avec PomDoc, justement, au moment où il y aura à valider les comptes, valider les chiffres, vous pouvez, dans le même temps, faire valider et vos chiffres et la taxonomie, ce qui fait gagner du temps à tout le monde, y compris aux commissaires aux comptes, puisqu'ils n'ont pas besoin de réintervenir a posteriori. Au sein de leur mission, ils peuvent directement intégrer la validation de la taxonomie sur les comptes. Et si jamais il y a des changements à opérer, vous êtes très agile et très mobile pour pouvoir le faire. Et le commissaire aux comptes, lui, est tout de suite, on va dire, disponible parce qu'il est en train de traiter cette partie validation et du coup, vous permet de valider encore plus rapidement cette partie technique. Voilà. Alors, je voulais juste vous rappeler que par rapport à cette validation technique, effectivement, on utilise un moteur de validation qui est basé sur le moteur AREL. Hein, c'est un outil qui est la référence en matière d'XBRL et de validation taxonomique. Hein, AREL dispose des taxonomies ESEF officielles et de la compliance suite de l'ESMA. C'est 160 règles de contrôle, de validation du format ESEF. Voilà. Donc, tout ce qui va rentrer dans PomDoc est contrôlé en amont. Et évidemment, dans tout le long de la constitution du document, les vérifications, à chaque fois que vous allez les importer, vont se vérifier. Voilà. Alors, c'est important de pouvoir tester ces fichiers pendant l'élaboration, mais c'est important aussi pour vous, lors du choix de votre fournisseur XBRL, de s'assurer qu'il sait bien produire des fichiers valides dans l'absolu. Hein, donc, dès le départ, vous allez pouvoir tester les fichiers. Dès le départ, vous allez pouvoir vous assurer que le fournisseur XBRL vous envoie bien des fichiers conformes. Évidemment, tout au long de la production des données, vous pourrez les tester. Et vous n'aurez pas non plus à attendre la dernière minute pour pouvoir vérifier et corriger les anomalies. Alors, effectivement, ça évite également vis-à-vis des commissaires aux comptes d'avoir encore des anomalies qui restent avant de leur présenter les comptes, hein, parce que effectivement,
eux, ça ne va pas leur échapper qu'il reste des anomalies. Donc, autant, avant même de faire ce contrôle auprès des commissaires aux comptes, ça vous permettra de les corriger. Et si vous le faites dès le début, du coup, vous aurez tout le temps, en fait, de comprendre l'origine de ces anomalies, de les corriger, d'apprendre aussi comment faire pour faire moins d'erreurs. On sait que c'est la première année, donc les erreurs, on en aura, c'est sûr. Donc, effectivement, si dès le départ, on prend des bonnes habitudes et qu'on corrige les choses au fur et à mesure et non pas tout à la dernière minute, eh bien, ça permet de capitaliser sur ces corrections et de faire un fichier beaucoup plus propre, et puis beaucoup plus rapidement aussi, parce que du coup, on comprend ce qu'il faut faire. Et au moment du dépôt, vous serez donc beaucoup plus serein parce que vous aurez fait toutes ces étapes de validation. Voilà. Puis vient la dernière phase dans cette partie de validation qui est quand même la validation suite au dépôt à l'AMF. Et donc, vous comprenez maintenant pourquoi le choix de l'outil est crucial dans cette phase de validation. Vous aurez besoin de toute la réactivité de l'outil pour pouvoir effectuer les derniers ajustements en fonction des demandes des uns ou des autres. L'AMF peut demander une reformulation, les commissaires aux comptes un ajustement financier, même le conseil d'administration tout en amont peut revenir sur le rapport de gestion. Donc, c'est très important que vous puissiez garder la main sur le document pour pouvoir effectuer ces changements. Et dans le cas où l'AMF ne serait pas prêt pour assurer les contrôles dès la publication de votre ERD et qu'elle le fait 6 mois plus tard, vous devez être conforme le jour de la publication, car le contrôle, lui, il se fera dès la date de la publication. Même si 6 mois plus tard, effectivement, il faudra peut-être corriger des choses au regard des contrôles qui seront faits par l'AMF, eh bien, vous serez contrôlé sur la base de ce que vous avez produit en amont. Et quand bien même 6 mois après, il faut changer les choses, eh bien, il faut que vous continuez à pouvoir disposer de la solution pour pouvoir modifier et réenvoyer le fichier corrigé. Alors, autre élément effectivement qui vous oblige à avoir cette flexibilité, c'est tout ce qui va être au niveau de la traduction et de la présentation qui peuvent aussi être impactés par tous les changements qui interviendront dans cette étape, on va dire, de validation. Donc, c'est très important que vous gardiez cette flexibilité jusqu'au bout. Ne vous enfermez pas vers de la conversion post-traitement, c'est déjà trop tard. Voilà, si vous le faites post-traitement, vous êtes déjà en retard. Donc, pour conclure sur la partie dépôt, le fichier à déposer, c'est un zip qui contient le document intégralement et la taxonomie. Et donc, depuis PomDoc, vous pourrez extraire directement l'export packagé du iXBRL. Concernant les points de contrôle, pour respecter la norme de l'ESEF, nous avons listé un certain nombre d'éléments indispensables. Donc, la dernière phase, c'est la publication, au sens rendre public et consultable le document. C'est ce que beaucoup oublient d'ailleurs, c'est la phase de consultation du document par les investisseurs et les actionnaires. Il ne faut pas se focaliser sur le format ESEF avec les spécificités techniques. Aujourd'hui, les fournisseurs d'XBRL aujourd'hui, les fournisseurs XBRL qui vous proposent des fichiers XBRL aujourd'hui vous proposent des fichiers conformes. Maintenant, intéressez-vous à ce que vous allez produire en termes de documents, parce que derrière, ça sera lu par des investisseurs, ça sera lu par des actionnaires. Et le document XHTML est celui qui sera mis à disposition sur votre site Internet. C'est celui qui sera référencé par les moteurs de recherche. Afin de vous garantir la parfaite application de la norme de votre document, il faut être attentif à certains points de contrôle. La publication, c'est aussi le moment de révélation car vous devrez avoir un HTML facilement consultable par tous. On a vu aux États-Unis des benchmarks qui affichent des notes techniques et donnent le pourcentage de conformité. D'autres s'intéressent à la clarté des contenus. C'est une occasion de plus
d'être bien noté dans ces classements. La norme ESEF appuie sur l'exploitabilité des données, c'est-à-dire l'exploitation des chiffres, mais aussi des textes qui, par ailleurs, seront tagués en 2023. Et c'est pourquoi on a établi une liste de points de contrôle importants dans votre projet. Le single source, vous avez bien compris, pour beaucoup d'émetteurs, le document qui est publié à l'AMF est imprimé à l'identique pour les actionnaires. Vous ne pouvez garantir de la parfaite cohérence du document que si vous disposez de la même source. Concernant le tagging, autre élément de contrôle qui est souvent omis dans les présentations XBRL, c'est le tagging des informations générales. C'est des informations qui sont présentes au sein du document. Ce sont des informations principalement de texte, en plus des 5 tableaux fichiers primaires. Parlons du full HTML. Vous avez pu constater et apprécier lors de la démo du caractère responsive du XHTML en fonction des supports dans lesquels il peut être lu. Et sur l'aspect glossy, là encore, sans perdre, il ne faut pas perdre sur l'aspect esthétique du document. Ce n'est pas parce qu'on passe en HTML, ce n'est pas parce que les F apportent une dimension technique que vos documents ne seront pas tout aussi beaux. C'est d'ailleurs beaucoup plus important que vos documents soient beaux. Et n'oubliez pas que le document est publié à l'AMF et donc la taille du document est discriminante. Aujourd'hui, le dépôt, vous le savez, ne doit pas dépasser 40 mégas. Autre élément de plus en plus important, voire même réglementaire aujourd'hui, c'est l'e-accessibilité du document. Si vous réalisez votre document grâce à PomDoc, il sera en natif XHTML, donc full e-accessible. Ce qui n'est pas le cas pour les documents qui sont convertis de PDF en XHTML. Donc, en bout de process, il faudra également rajouter cette partie-là, alors que là, c'est directement intégré en natif. Évidemment, l'XHTML doit être conforme à l'ESEF. Et sachez que ce n'est pas parce que vous avez un document en XHTML qu'il l'est obligatoirement par définition. Ce n'est pas vrai. Le XHTML est contrôlé et doit être conforme à l'ESEF. Un simple moyen d'ailleurs pour voir si le document il est bien accessible, si le contenu du document est bien accessible, c'est de faire un simple copier-coller. Si vous copiez un tableau du document en XHTML, depuis le document en XHTML, et que vous le collez dans une feuille Excel, s'il n'est pas exploitable, c'est que vous ne répondez pas à la norme ESEF. Faites le test, copiez le contenu du document qui est présenté en XHTML et faites un coller dans un Excel et vous verrez tout de suite si le contenu il est inaccessible. C'est très facile à réaliser, faites-le. Donc, nous allons passer à la dernière partie qui n'est d'ailleurs pas une des moindres, en tous les cas, qui est très importante, puisqu'effectivement, ce changement de normes implique des coûts dans votre budget. Nous avons, en fonction des différentes typologies d'acteurs, recensé des fourchettes de prix pour vous permettre justement de pouvoir prévoir financièrement les coûts de production de votre document. On a donc identifié ça par poste de dépense et également par fourchette de prix, pour que vous ayez la fourchette basse et la fourchette haute. Donc, sur la partie plus accompagnement, conseil, donc selon vos habitudes, pour certains, vous êtes déjà accompagnés par des agences qui proposent donc, plus ou moins de services. C'est pour ça aussi qu'il y a cette disparité au niveau des prix en fonction de vos besoins. Donc, le coût, il représente entre 10 000 et 100 000 euros selon justement ce degré d'accompagnement et de sous-traitance que vous souhaitez. Associé à ce coût, la réalisation se faisant sur PomDoc représente entre 6 000 et 15 000 euros en fonction du volume et du nombre de documents par langue que vous souhaitez. Vous aurez également besoin d'un outil pour la création du XBRL. Il y a un peu tous les prix, en fait, dans ces outils, en fonction du degré d'autonomie que vous souhaitez et de l'ergonomie qu'apportent les différents outils.
Les premiers prix sont aux alentours de 3 000 € et cela va monter jusqu'à 35 000 €. Puis, pour la partie traduction, il faudra également ajouter, en fonction de la volumétrie et là encore du nombre de langues, de 20 à 60 000 €. Voilà. Donc maintenant, nous allons passer à la partie questions-réponses. Donc effectivement, on a recensé les questions que vous nous avez posées pendant ce webinaire et donc on va tenter d'y répondre aussi clairement que possible. Sachez que pour toutes les personnes qui nous enverraient des questions, on vous répondra également par email pour que vous ayez vraiment une réponse par rapport à ce que vous attendez. Et si toutefois nous n'avons pas été plus clairs, eh bien, on peut également échanger sur ces questions. Alors, concernant les questions. Ah oui, alors il y a une question qui a été posée, c'est quel livrable précisément fournit-on à la fin à l'IT? Alors, concernant ce livrable, donc comme je vous l'ai montré, ce document va être mis à disposition sur votre site internet. Et il doit être dans le même format que celui que vous avez envoyé à l'AMF, donc au format XHTML, c'est très important. Et donc, pour votre IT, pour pouvoir le mettre à disposition sur votre site internet, vous sortirez directement de PomDoc, c'est un des exports en fait du document, vous sortirez le XHTML avec les ressources qui sont intégrées et donc ce package-là peut être transmis à votre IT qui le mettra en lien sur votre site. Alors, une autre question est comment valider l'HTML? Alors, le package final qui est réalisé et qui est produit par PomDoc est validé également par PomDoc grâce au moteur de validation AREL. Donc, effectivement, en amont, on va analyser le XBRL entrant, mais on va également analyser en sortant. Alors, c'est très important pour nous d'avoir utilisé un moteur, on va dire, indépendant, parce que ça permet d'avoir justement ce regard, en fait, se contrôler soi-même, être juge et partie, voilà, on préfère être contrôlé par un moteur différent qui va permettre de valider nos éléments. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a certains éditeurs de taxonomie XBRL qui peuvent également valider le package que nous créons. Comme ça vous permet vraiment de multiplier les contrôles si besoin. Voilà. Autre question. L'AMF exige-t-elle une cohérence de forme entre la version imprimée et la version XHTML? Alors, en réalité, l'AMF, elle s'attarde uniquement sur la version XHTML dans le sens où c'est la version qui est réglementaire. Il y a, au sens de l'AMF, entre guillemets, pas d'autres versions en réalité. Ce n'est pas comme si vous avez une version PDF et une version XHTML. Alors, on sait qu'effectivement, vous aurez toujours besoin d'imprimer le document. Donc, c'est pour ça qu'on fait des versions PDF, parce que ce sont des versions qui sont adaptées pour les outils des imprimeurs. Ceci dit, la version officielle, c'est l'XHTML. Il n'y en a pas d'autre, c'est celle-là. Voilà. Et alors, évidemment, l'AMF disait qu'on peut aussi faire appel à comment dirais-je, à d'autres documents pour compléter. C'est déjà le cas aujourd'hui. Hein. Beaucoup d'émetteurs vont mettre le document complet, l'URD, à disposition, mais vont aussi mettre la partie RSE à part, la partie état financier à part. Donc ça, effectivement, on a ces différences de documents, tout à fait, mais l'URD reste l'URD et c'est bien ce document-là qui est déposé. Alors, ce qui est important par rapport à ça, c'est que, comme on vous l'a dit hein, sur la partie contrôle, ce qui vous garantit effectivement que le document que vous allez imprimer est exactement le même, qu'il soit sorti en XHTML et en PDF, c'est que vous sortez de la même source. D'accord ? Vous sortez d'un document qui est conçu pour intégrer justement cette double dimension. Il n'y a pas besoin de retraitement a posteriori, puisque déjà à la base, on a tenu compte de ces deux sorties de documents. Et au niveau du contenu, comme c'est la même source, il n'y a pas besoin d'aller reproduire les modifications dans différents types de documents. Et ça, c'est votre responsabilité de fournir
le document dans tous les formats parfaitement conforme. Voilà. Alors, je regarde dans les autres questions. Ah oui, alors concernant les prix qu'on a indiqués, ce sont des prix alors annuels parce que effectivement, là on parle de publication de documents qui sont à des fréquences annuelles. Donc, on a un prix global pour l'année. Sachez que sur PomDoc, vous avez la possibilité de produire d'autres documents que le document, on va dire, que le rapport financier annuel ou l'URD. Vous pouvez produire d'autres documents à des périodes différentes, le semestriel par exemple. Si vous avez même des trimestriels, voire même des mensuels pour des reportings, vous pouvez, parce que vous avez accès à l'application de par la licence, évidemment, la possibilité de créer tous les types de documents. Donc, ces prix-là, évidemment, s'entendent bien de façon annuelle. Alors, je lis une autre question. Alors, l'AMF exige-t-elle une cohérence de forme entre le document imprimé et celui déposé par l'XHTML? Donc oui, effectivement. Donc là, on y a répondu. Donc voilà. Alors ensuite, alors existe-t-il des besoins d'accompagnement des clients pour le tagging, voilà, ou la solution embarque-t-elle ce tagging? Alors, comme peut-être vous avez vu, enfin, j'espère vous avoir montré, en fait, le tagging ne se fait pas à proprement parler directement dans la solution. On récupère les éléments déjà tagués. Pourquoi? Parce qu'en amont, vous avez déjà fait ce travail auprès du fournisseur XBRL. Donc, effectivement, comme ça a été fait en amont, alors c'est auprès de ces éditeurs-là où effectivement, vous pouvez avoir des services qui vont pouvoir vous accompagner sur cette partie tagging, voire même faire appel à des consultants effectivement qui vont pouvoir vous aider à taguer toute la taxonomie. Alors, je sais qu'il y a des associations aussi comme l'ANC par exemple, qui également vont pouvoir vous donner des aides sur la partie mapping des éléments, voire même dans certains secteurs sur la partie extension à créer. On a même des groupes de travail en matière bancaire, dans le secteur bancaire, qui se sont associés pour justement analyser les taxonomies, enfin leur taxonomie, on va dire un peu plus dans le détail et se mettre d'accord sur des extensions standards à créer. Alors, effectivement, c'est un gros travail qu'il faut faire et c'est très important effectivement de mener ce travail-là parce que c'est ce qui permet encore une fois une transparence. Je rappelle l'historique de la réglementation, c'est lié à la loi, enfin, la directive sur la transparence. Donc, c'est bien pour donner un peu plus de visibilité. Et un format technique ne doit pas réduire la visibilité, mais au contraire, on l'a bien vu, j'espère, dans toute cette présentation, que vous allez être encore plus vu dans vos documents. Et pour en revenir sur la partie tagging et accompagnement, il y a effectivement dans le document des informations générales qu'il va falloir taguer de façon supplémentaire. C'est ce qu'on appelle la partie bolt-on en fait des informations générales. Donc sur cette partie-là, eh bien avec PomDoc, comme vous l'avez vu, c'est collaboratif. Vous pouvez donc donner accès éventuellement à votre conseil qui va vous aider sur cette partie tagging au sein du document. Voilà. Alors, je vais voir une autre question. Avez-vous, alors pour avoir la liste effectivement des fournisseurs d'XBRL qui fonctionnent déjà avec PomDoc, donc on a déjà identifié une liste de tous les fournisseurs. Donc comme vous avez vu dans le slide justement lié aux acteurs, on peut également, parce qu'au fur et à mesure des jours qui passent, effectivement, on va intégrer des nouveaux acteurs qui produisent des fichiers en XBRL. Et donc, dès que les tests d'intégration sont passés, eh bien, on peut vous communiquer eh bien, les noms, les contacts de ces fournisseurs. Voilà. Alors, je vais passer sur une autre question. Alors, avez-vous une opinion sur l'approche de tagging XBRL, construire la taxonomie dans un premier temps versus taguer le document final?
Et est-ce qu'une de ces méthodes permettrait une meilleure qualité des données? Alors évidemment, hein, vous avez bien compris que plus tôt vous commencez votre document et votre tagage de XBRL, plus tôt vous pouvez identifier les anomalies. Hein, donc c'est très important effectivement d'avoir cette fluidifiée et de ne pas être en traitement post-traitement où justement vous aurez peu de temps, on le sait bien, hein, tous les ans c'est un peu la course lors de la publication. Les agences sont les premiers d'ailleurs à nous le dire, hein, que c'est très très chaud pendant cette période-là. Donc plus vous allez pouvoir anticiper effectivement sur la création de cette taxonomie, la validation de cette taxonomie, plutôt vous êtes serein et donc s'il y a des changements, bah, ce sera des changements de chiffres. Alors effectivement, ça peut aussi être des changements plus structurants au niveau de la taxonomie. Donc c'est là aussi, il faut avoir un outil qui permet de pouvoir faire ces changements facilement au niveau de la structure. Et effectivement, vous pouvez produire ensuite par itération toute votre taxonomie. Voilà. Alors, je vais reprendre. Voilà, alors il y a aussi une question sur les différents acteurs XBRL. Alors bon, peut-être dans ces cas-là, on vous répondra peut-être plus en direct hein, sur les différents acteurs XBRL, parce que évidemment certains connaissent déjà les différents acteurs, donc pour ces points-là, on vous répondra voilà, plus en direct. Pour d'autres questions, alors on vous remercie déjà d'avoir participé à ce webinaire. Et voilà, donc il touche maintenant à sa fin. On va s'arrêter. Si vous avez d'autres questions qui interviennent, surtout n'hésitez pas à nous les faire parvenir. On va également mettre à disposition un lien pour se connecter à la rediffusion de ce webinaire. Si certains n'ont pas pu aller jusqu'au bout ou sont arrivés en cours de période, ben, comme ça vous pouvez revoir l'intégralité du webinaire. Et voilà, donc nous on reste évidemment à votre disposition. Vous pouvez nous envoyer un mail à contact@pomelo-paradigme.com. Voilà, merci beaucoup à tous et je vous souhaite une excellente journée qui s'annonce plutôt mitigée en région parisienne. Voilà, donc prenez bien soin de vous et à très bientôt. Au revoir.